Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde. Donc on va commencer ce séminaire. Merci d'être là pendant les congés scolaires. Vous n'avez pas pensé aux dates de congés scolaires. Et merci surtout à Louis d'avoir accepté. Donc Louis est devenu MCF en ergonomie il y a déjà quelques temps, mais il a fait une mutation pour nous rejoindre. Et Louis, donc il est dans l'équipe Epicène dans le BPH, et la particularité c'est sa partie enseignement et à l'IUT au département hygiène, sécurité et environnement, mais il fait bien sûr aussi quelques cours à l'ISPED en environnement, je pense, un petit peu, ou en soutien. Voilà. Et donc, Louis, en fait, il a la particularité, c'est qu'il a été doctorant dans l'équipe Epicène au moment où j'étais directrice, je pense, avant de passer le relais à Isabelle. Et donc, on connaît Louis depuis un petit moment. Louis, il a beaucoup travaillé avec Alain Garrigou. Alain n'est pas là aujourd'hui, mais Alain était son directeur de thèse. Et donc, nous, on a vu dans l'équipe Epicène Louis grandir. Donc, on est super content de l'accueillir. Maintenant, on le remercie et je vais lui laisser la parole pour 40 minutes et il va nous parler il va nous poser une question, il va peut-être y répondre. Hein. Concevoir des méthodes pour prendre en compte les activités de travail et les expositions, quels enjeux pour la prévention? Donc Louis, je te laisse la parole et je te dis encore merci. Merci beaucoup pour l'accueil et cette introduction. Donc en effet, je suis ravi de pouvoir venir vous présenter ces travaux, donc dans la continuité de la thèse. Voilà, qui avait pu... Ah oui, ça marche. Merci beaucoup. Donc dans la continuité des choses amorcées précédemment. Et donc merci en effet pour cette introduction très claire. Par rapport à ces travaux qui portent majoritairement donc sur des questions autour de la conception de méthodes pour prendre en compte donc les activités de travail et les expositions qui peuvent être associées à ces activités, avec un enjeu donc de développer la prévention. Et dans ces situations de travail qui peuvent être exposantes, donc pour renforcer des questions de santé. Donc ça, c'est vraiment une thématique qui a été centrale depuis la thèse et dans la continuité des travaux actuels et à venir, donc je vous présenterai à la fin de cette présentation. Donc pour faire le lien avec l'équipe, donc je suis ergonome, donc on est deux dans l'équipe Epicène, comme dirait Alain, on a doublé les effectifs récemment, et donc plus spécifiquement, les activités traitent du thème 2 en lien avec les méthodes qui vont se questionner donc, sur les approches pour évaluer les expositions. Donc que ce soit environnemental et majoritairement professionnel, donc je vais y revenir sur ça. Donc sinon dans l'équipe, il y a une majorité d'épidémiologistes, toxicologues aussi, hygiénistes du travail, donc qui permettent d'avoir des approches pluridisciplinaires aussi sur ces questions de santé et d'exposition. Donc il y a vraiment un enjeu de continuer à développer des méthodes qui permettraient de prendre en compte le travail réel, donc comme on le fait en ergonomie notamment pour avoir des évaluations précises de l'exposition et de certains risques. Donc là par rapport à aujourd'hui, les travaux qui alimentent ces réflexions et les différentes expériences donc aussi passent par plusieurs travaux de thèse, donc notamment qui ont été dirigés par Alain Garrigou. Donc ça part déjà d'un développement de l'ergotoxicologie, donc c'est un champ qui est spécifique à l'ergonomie et qui va s'intéresser plus spécifiquement aux expositions à des produits dangereux. Donc c'est apparu dans les années 80 en se rendant compte qu'il y avait besoin aussi de prendre en compte ce qui se passait plus précisément dans les situations de travail pour mieux comprendre d'un point de vue toxicologique les effets qu'on pouvait observer. Et donc à partir de ce questionnement-là, il y a eu des travaux fondateurs donc dans les années 90, déjà en agriculture avec la question de l'exposition aux pesticides, puis donc plus spécifiquement sur les travaux en lien avec l'exposition aux fumées de bitume chez les travailleurs de la route. Donc aussi dans l'ameublement et donc dans une usine qui fabriquait des meubles donc à partir de résine phénolée et formolée. Donc ça aussi, ça pose des questions en termes d'effets sur la santé et notamment pour ces produits cancérogènes et mutagènes. Et puis plus récemment, donc dans le domaine de l'industrie du futur, avec des questions d'exposition aux nanoparticules notamment et aussi aux particules métalliques dans le domaine de la fabrication additive.
On y reviendra ensuite, donc qui permet de fabriquer des pièces métalliques à partir d'imprimantes 3D, mais qui aussi transforme donc le travail et des expositions professionnelles au-delà des modes de production dans ces milieux industriels. Et donc il y a eu aussi dans ces terrains et travaux de recherche en ergotoxicologie plusieurs études donc en agriculture sur l'exposition aux pesticides récemment, donc au Québec donc et dans la viticulture et voilà, dans différentes régions du sud-ouest notamment. Et enfin donc un travail de recherche aussi dans le cadre d'une thèse qui porte sur l'exposition à la silice chez les maçons finisseurs. Et donc en intégrant encore des préoccupations qu'il peut y avoir en lien avec le travail et les activités exposantes qui y sont associées. Donc je voulais partir d'un constat par rapport à la présentation donc d'aujourd'hui avec cet extrait vidéo donc, qui a été enregistré donc là dans un atelier de production de caoutchouc. Donc on est dans une PME voilà, et je vois une collègue avec qui on avait pu faire ces observations. Là, et donc c'est pour vous illustrer vraiment en fait ce qu'on peut observer, donc ça date de ces dernières années, hein, c'est quelque chose d'assez récent, et je trouve que c'est toujours un cas d'école intéressant d'où repartir, parce que ça peut être quand même assez surprenant par rapport justement aux questions de prévention, de travail et de santé qu'il peut y avoir associées à ça. Voilà, donc là on peut observer en effet donc, un travailleur notamment intérimaire, donc ça pose là aussi des questions pour les suivis de santé, qui va être amené donc, à peser une dizaine de kilos de poudre donc, minérale ou carbonée, en général de genre de carbone, pour mélanger ensuite ces différentes sacs pesés donc, à du caoutchouc naturel ou synthétique, donc pour formuler en fonction des formulations et des productions prévues dans cette entreprise qu'il peut y avoir. Donc là, en fait, quand on observe et qu'on rencontre ces situations de travail, vous voyez l'enjeu de partir aussi d'observation du travail réel. Alors, on va pouvoir se poser plusieurs questions et à chercher à comprendre comment on arrive à se retrouver dans ces situations d'exposition à partir de la structuration des dispositifs de prévention. Donc ça renvoie à des questions de réglementation aussi, mais aussi à son application d'un point de vue plus opérationnel dans les situations de travail ou dans l'entreprise. Donc voilà, ça c'est une opération que la personne a réalisée la majorité de sa journée de travail, hein, c'était la tâche principale on va dire qui était réalisée. Donc vous pouvez voir, hein, il n'y a pas spécialement de protection particulière. On a une diversité aussi de matières premières utilisées, donc ça pose aussi des questions de polyexposition. Un travail aussi qui va être intense physiquement. Et on faisait notamment des mesures de fréquence cardiaque et on pouvait voir en effet que le coût cardiaque était très élevé par rapport à ces opérations très soutenues et pendant toute la durée de la journée de travail. Et donc des liens certainement entre l'exposition par inhalation, mais aussi donc, qui va être décuplée par une respiration assez élevée et un débit ventilatoire important. Voilà, donc là c'est la fin de la vidéo. Une autre situation où un autre opérateur va récupérer donc, des poudres sous une extraction à l'extérieur parce qu'il se rend compte que sa ventilation n'aspire plus trop. Et donc là, donc c'est pas la procédure qui était prévue, hein, mais en tout cas c'est comme ça qu'on a pu l'observer dans la situation, voilà, avant que l'opérateur donc aille vider son seau de poudre dans une benne à côté à déchets. Donc ça c'est des choses voilà, qui nous interpellent et qui en termes de prévention forcément nous questionnent et on se dit que déjà il y a besoin de documenter les expositions donc, dans des conditions réelles de travail autant que possible pour pouvoir caractériser au plus près de ce qui se passe au quotidien ces situations. Ensuite donc ça pose plusieurs questions. Déjà de limites de prévention qui sont souvent centrées sur des mesures donc orientées sur des dangers plutôt que sur les situations de travail telles qu'elles peuvent se dérouler. Et souvent, on se rend compte que les acteurs, les travailleurs sont cibles de la prévention, à qui on prescrit le port de masque, le port de gants par exemple, mais que ça c'est pas toujours opérationnel dans certaines situations de travail. Et aussi, ça pose la question de la limite d'un modèle par écran. Donc, qui a été beaucoup discuté par Alain Garrigou notamment, où on va chercher à mettre en place donc, des mesures donc, normatives avec des valeurs limites d'exposition professionnelle, des prescriptions en lien avec des consignes de sécurité, puis ensuite donc, un suivi médical donc, qui permet dans certains cas de protéger les salariés. Mais ceci étant dit, on peut observer que dans certains cas de figure, ces barrières peuvent être perméables et quand même conduire à certaines situations d'exposition. Donc ça constitue une forme d'énigme par rapport
à ces situations de vie au travail notamment, et des moyens de prévention qui sont élaborés par rapport à ces situations-là. Donc c'est dans ce contexte-là que l'ergotoxicologie s'est constituée. Donc d'un point de vue théorique, l'ergotoxicologie, donc c'est vraiment une discipline ou une spécialité de l'ergonomie, on pourrait dire, s'intéresser donc à développer des modèles pour mieux représenter les expositions réelles telles qu'elles peuvent se produire dans certaines situations, donc en les rendant visibles face à des dispositifs de prévention qui sont parfois centrés sur la mesure ou des dangers et qui peuvent occulter les situations de travail. Donc il y a un enjeu de rendre visibles ces situations. L'objectif donc c'est d'analyser ces activités donc en situation de travail où des expositions peuvent se produire. En constituant donc des modèles opérants. Alors par modèle opérant, on entend là donc des descriptions de l'activité qui permettent ensuite d'agir en prévention, en faisant ressortir certains déterminants de ces situations d'exposition, voire de documenter potentiellement des études épidémiologiques aussi, parce qu'il y a cet enjeu de représenter ces expositions et de pouvoir ensuite s'en servir pour documenter donc les expositions et les risques. Et donc concrètement, aujourd'hui, c'est beaucoup pratiqué l'ergotoxicologie par des ergonomes ou des médecins du travail, toxicologues, dans certains services de santé par exemple, ou en entreprise. En tout cas, le point de vue, c'est qu'en ergotoxicologie, donc en complément de ces approches plus classiques de la prévention, donc les opérateurs, les travailleurs vont être des acteurs aussi de leurs expositions et de leur prévention, et qu'on va pouvoir donc les mobiliser dans le cadre de recherche ou d'intervention pour pouvoir mieux comprendre les situations d'exposition et chercher en même temps à les transformer avec les différents acteurs de l'entreprise dans une logique plus constructiviste et développementale donc de l'activité, par rapport à des paradigmes moins plutôt qui vont dans une direction moins behavioriste de ce qui peut être fait parfois en prévention. Donc il y a cet enjeu du développement du travail et des conditions par cette analyse de l'activité et la mise en circulation de connaissances sur le travail et l'exposition qu'on peut ensuite en faire. Donc après, dans les autres grands modèles qui nous inspirent beaucoup en ergonomie, et donc dans ce contexte-là, c'est notamment celui qui part de la sécurité industrielle et qui va renvoyer à des approches plutôt culturalistes où on va chercher donc à comprendre la sécurité réglée, gérée et construite. Donc la sécurité réglée, par ça, on entend tout ce qui va renvoyer donc aux prescriptions au niveau des organisations de travail, donc en lien avec les fonctionnements prévus au sein de ces organisations, mais aussi le dysfonctionnement normal qu'on peut raisonnablement anticiper à partir de règles, d'équipements de protection individuels, collectifs, d'évaluation du risque, comme le document unique le permet par exemple, et de consignes qui peuvent en découler. Mais voilà, il y a plusieurs travaux qui ont montré donc, depuis les années 2000 et même avant que cette approche par le réglé ne permet pas de contrôler et de sécuriser toutes les situations. Et donc il y a aussi un enjeu à renforcer donc, les activités, à prendre en compte les expositions réelles, comme on le dit en ergotoxicologie, qui peuvent se produire dans certaines situations. Les représentations aussi et les savoirs des travailleurs, les savoir-faire de prudence et l'ensemble des régulations qui peuvent être construites au fur et à mesure et au fil de ces situations de travail. Et l'enjeu finalement par rapport à ça, c'est d'arriver à un niveau de prévention ou de sécurité construite qui résulterait donc de la rencontre entre cette sécurité gérée et la sécurité réglée. Donc il y a un enjeu à ce que les dispositifs de prévention s'appuient sur les connaissances des expositions réelles, notamment en cherchant à développer aussi les ressources des individus, en partageant certaines connaissances sur les risques et les manières de s'en prémunir notamment. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez opérant en termes de méthode et de données à recueillir dans les entreprises. En fait, on cherche à intervenir sur ces différents niveaux de sécurité réglée, gérée, puis construite dans une logique de développement par rapport à ça. Et donc un dernier cadre qui nous aide bien par rapport à nos sujets, donc c'est celui de l'ergonomie de la conception, qui notamment depuis les années 2010 se renforce beaucoup et avec beaucoup d'enseignements notamment sur la question de concevoir le travail et de modèles et techniques qui permettent d'accompagner cette conception du travail ou de la prévention. Et donc notamment depuis quelques années avant, il y a la question des situations de référence qu'on peut mobiliser donc, dans ce cadre de projet de conception qui là vont nous servir à aller identifier certaines situations de travail qui vont être considérées comme typiques parce qu'elles peuvent se produire tout simplement déjà et qu'elles peuvent engendrer certains risques ou au contraire contribuer à la réussite de fonctionnement de certains systèmes de travail. Donc historiquement, les situations d'action caractéristiques elles étaient utilisées pour établir des bibliothèques
de situations pour les projets de conception, en se disant que ces situations de travail étaient clés et essentielles à prendre en compte pour le bon fonctionnement de certains systèmes de travail. Et donc ça, c'est pu être utilisé dans des projets de conception architecturale ou industrielle, par exemple dans des réorganisations de services ou des projets d'organisation aussi de différents lieux de travail, en tenant compte donc de certaines de ces activités, de ces situations de référence, pour établir ensuite des scénarios d'usage et de travail dans différents cas d'environnement industriel ou même dans le cadre de services, notamment d'activités plutôt dans les services. Donc ça, aujourd'hui, on s'était dit que c'était intéressant de se baser sur ces situations d'action caractéristiques pour en faire des situations d'exposition caractéristiques, donc dans lesquelles en fait on retrouverait des expositions à divers dangers ou nuisances en milieu professionnel. Et donc ça nous donne une unité d'analyse en fait temporelle et située de ces activités exposantes qui peuvent être donc utiles à la prévention, à l'épidémiologie et donc à la conception de situations de travail plus sûres. Donc il y a des choses qui s'imbriquent entre les différents modèles présentés ici. Alors pour aujourd'hui, je voulais faire un focus sur un projet de recherche plus récent, donc qui doit se terminer en fin d'année, donc qui est le projet ANR JCJC Médatif, qui va traiter donc de méthodes de développement justement d'activités de travail sûres dans les industries du futur, par l'analyse de l'activité et des expositions professionnelles. Donc c'est un projet qu'on a porté là depuis 2023 et qui s'inscrit donc dans notamment plusieurs milieux professionnels qui vont déployer de la fabrication additive métallique. Donc ça fait partie des technologies phares de l'industrie du futur, notamment qui permet d'automatiser certains dispositifs de production en imprimant donc en 3D des pièces, par exemple, d'aéronefs ou des prothèses métalliques pour le domaine biomédical. Et donc ce type d'activité va questionner le travail traditionnel qui pouvait être fait, par exemple, par des opérateurs qui travaillaient sur des machines-outils ou en chaudronnerie. Donc en automatisant certains de ces process, et donc là en transformant les tâches à réaliser avec ces équipements, notamment de fabrication additive métallique, qui permettent d'imprimer directement certaines pièces métalliques. Donc l'enjeu de ce projet, c'était en termes d'objectifs, donc de comprendre le travail humain avec ces nouvelles machines de production industrielle, les nouvelles formes d'activité qu'il peut y avoir, de prescription et d'organisation du travail. Donc ensuite, dans un deuxième temps, on s'est questionné sur les risques qui pouvaient exister dans ces situations de travail, donc par rapport à de nouvelles expositions potentiellement, donc notamment à des poudres métalliques d'alliages variés d'aluminium, titane, mais aussi de nickel, chrome ou cobalt, donc qui peuvent entraîner des effets particulièrement importants sur la santé, et aussi de voir comment ces nouvelles organisations du travail et technologies permettait de réduire certains risques ou d'en maîtriser d'autres d'un point de vue organisationnel aussi, par exemple en développant l'autonomie des travailleurs. Voilà. Donc ça, c'était un deuxième objectif assez centré sur la diversité des expositions qu'il pouvait y avoir finalement dans ces situations de travail avec la fabrication additive métallique. Et un dernier objectif, on s'est questionné en fait sur le transfert de méthodes pluridisciplinaires, sachant que la méthode sur laquelle on s'est appuyé résultait déjà d'un précédent projet, ou en tout cas était très fortement inspiré d'un projet financé par l'ANSES sur l'évaluation de l'exposition aux nanoparticules. Et il y avait aussi cet enjeu de simplifier la méthode, de voir comment on pouvait la redéployer dans d'autres milieux professionnels, tout en intégrant d'autres risques et d'autres expositions à prendre en compte dans ces situations de travail. Donc on a aussi travaillé pour ça donc avec les CARSAT. En tout cas la CARSAT Rhône-Alpes particulièrement, parce qu'il y avait une entreprise dans le Rhône-Alpes de ce projet, et ça nous a permis de discuter aussi des techniques des ingénieurs conseils et techniciens sécurité des CARSAT, donc ça a permis de discuter de ce qui pouvait être reproduit potentiellement en termes de méthode. On a aussi donc pu échanger avec des préventeurs d'entreprises, mais aussi institutionnels, notamment grâce à ces CARSAT, pour voir les repères qu'il pouvait y avoir en termes de transfert de méthode et de ce qu'on cherchait à mettre en œuvre dans les entreprises. Donc le projet s'est fait en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire, donc toujours en cours, donc de l'Université Paris-Nanterre où j'étais avant, de Paris-Cité, donc de l'Université de Bordeaux avec des collègues en ingénierie des procédés aussi. On avait besoin de ces connaissances techniques sur le fonctionnement des machines. Et ça a permis aussi de renforcer des échanges avec la Northwest University, donc en Afrique du Sud, qui s'intéresse beaucoup aussi aux expositions et à la fabrication additive métallique. Donc il y a des choses qui pourront continuer dans cette direction.
Et pour ça, donc, on est allé dans un laboratoire de l'ENSAM à Talence, qui utilise la fabrication additive métallique. Donc là, on a eu vraiment la chance d'avoir accès à un terrain, on va dire, en toute liberté pour réaliser plusieurs observations, de nombreux entretiens avec l'opérateur qui manipule directement sur cette machine au quotidien. Et on a réussi à trouver, alors c'était pas chose aisée, mais une entreprise du secteur biomédical, donc dans le sud-est, une PME qui fabrique donc des prothèses dentaires, en utilisant donc ces procédés de fabrication additive métallique. Donc pour ça, on avait en tout cas comme objectif de réaliser une trentaine d'entretiens exploratoires, et on a aussi élaboré un questionnaire pour identifier les risques qu'on pouvait retrouver dans ces organisations du travail et à ces postes de travail, donc plutôt exploratoire par rapport à la transformation du travail et la diversité des expositions qu'on pouvait y retrouver. Donc ça, c'était une première étape d'état des lieux, on va dire, par rapport au projet. Ensuite, on a pu aller s'intéresser plus spécifiquement donc, à ces activités de travail par des observations plutôt exploratoires sur les situations, en réalisant des entretiens plus ciblés avec les opérateurs concernés. Des premiers essais de mesure aussi, notamment en temps réel. Et donc là, on a cherché à documenter une quinzaine de situations de travail pour ensuite pouvoir faire une évaluation assez approfondie, donc par des observations systématiquement vidéo. Donc ça, c'est une des particularités de l'ergonomie. Je pense qu'on aime bien faire des observations vidéo des personnes en situation de travail. Et en parallèle de ça, on fait aussi, là, dans ce cadre-là, des mesures donc en temps réel spécifiques plutôt pour les nanoparticules, mais aussi pour les particules microniques alvéolaires, donc sachant que les aérosols en général sont composés de différents types de tailles de particules, donc c'était l'enjeu d'utiliser ces deux capteurs en temps réel qui nous permettent d'observer en fait des variations de la concentration en particules, donc chaque seconde notamment, en tout cas sur des échelles de temps très courtes. Et il y a vraiment cet enjeu d'avoir une compréhension assez fine des variations d'exposition et qu'on peut observer des fois sur des temps très courts dans les situations de travail. En parallèle de ça, donc, on a pu faire des prélèvements surfaciques avec des lingettes pour analyser les métaux qu'on retrouvait sur les surfaces des machines par exemple ou des espaces de travail. Et sur les mains, par exemple, des opérateurs aussi. On a aussi prélevé donc, avec un impacteur en cascade Sciutas donc, différents filtres qui permettaient là, en complément, de faire une analyse chimique de la composition des aérosols, ce que ne nous permet pas d'avoir le temps réel. Donc ça permettait d'avoir une compréhension plus précise des aérosols auxquels sont exposées les personnes qu'on a pu rencontrer. Et finalement, donc, des mesures physiologiques, en tout cas de fréquence cardiaque, l'hypothèse étant que ce type d'activité aussi est assez intense d'un point de vue physique. Donc ça nous permettait d'avoir là aussi des variations en temps réel de l'intensité physique, en tout cas cardiaque, de ces activités de travail. Et donc après, on a synchronisé ces données en temps réel et les vidéos dans un logiciel Captive qui nous permet de synchroniser des mesures en temps réel avec des vidéos pour pouvoir voir les variations d'exposition en fonction des situations précises de travail et des actions réalisées. Donc ça, on a pu aussi coder et décrire les différentes activités grâce à cet outil. Et là, on est dans une phase aujourd'hui de recueil de ces dernières données. D'ailleurs, il y a un stage de M2 qui a commencé sur le sujet, donc ça, c'est vraiment super. On va pouvoir terminer aussi de recueillir ça, de restituer notamment à un opérateur ces résultats-là et de pouvoir avoir une analyse plus globale, sachant que une fois qu'on a fait ces recueils de données, et ça doit être une des particularités peut-être de l'ergonomie, on retourne dans les entreprises, voir les personnes qu'on a pu voir pour leur présenter des résultats. Donc aux opérateurs déjà, puis à l'encadrement et idéalement au CSE aujourd'hui, donc à l'époque c'était les CHSCT, mais pour chercher déjà à mettre en circulation et justement rendre visibles certaines situations d'exposition et les mettre en discussion donc avec les personnes concernées pour mieux les comprendre aussi et essayer d'identifier des moyens de transformer les situations. Ça c'est un vrai enjeu systématiquement dans ces interventions. Donc là on en est sur ce type de niveau-là. Alors là, je voulais juste vous montrer une autre vidéo qui a pu être donc issue de ce logiciel donc, qui permet de synchroniser des mesures en temps réel et des vidéos du travail, donc pour voir à quoi ce que ça peut donner ensuite. Donc là, c'est une personne qui est en train de récupérer un plateau qui a été imprimé donc dans l'enceinte de l'imprimante. Et là, la personne avec un pinceau donc, est en train de retirer les poudres qui n'ont pas été fusionnées dans l'imprimante, sachant que le procédé c'est vraiment un lit de poudre sur lequel un laser va réaliser un tracé en fonction d'un modèle qui a été conçu numériquement. Et donc ensuite, voilà, petit à petit la pièce descend et à chaque fois une couche de poudre est rajoutée, ce qui permet au fur et à mesure donc, de faire fusionner et émerger une pièce en 3D.
Donc voilà, après la personne doit manuellement par contre enlever les poudres résiduelles autour de la pièce imprimée avant de la sortir de l'enceinte de l'imprimante. Donc là ce que vous pouvez voir à côté sur les courbes enregistrées, c'est qu'on observe des variations donc, de concentration en particules microniques notamment, et dans une moindre mesure nanométrique. En tout cas ça permet d'avoir cette logique d'identification de situations d'exposition caractéristiques qu'on va pouvoir identifier en fonction des phases de travail et de ce qui peut se passer. En tout cas, on a principalement retrouvé des choses en termes d'exposition aux particules microniques, voire nanométriques dans certains cas, moins sur l'intensité physique du travail, alors en tout cas dans cette situation-là. C'est moins le cas à l'ENSAM, où là on a pu retrouver donc, des fois des activités plus sollicitantes d'un point de vue physique par rapport à des pièces qui étaient manipulées avec des tailles plus importantes aussi. Et voilà, c'est concrètement des poudres métalliques, donc tout ça pèse bien vite lourd et peut donc entraîner des expositions assez rapidement. Voilà, vous voyez que ça permet aussi de documenter les protections effectivement utilisées, là aussi dans cette situation, en fonction des phases de travail. Donc après, en termes de modélisation donc, des expositions et donc de l'activité, ça c'est issu donc, du projet Expropé Nano précédemment réalisé. On avait pu voir en fait des variations d'exposition en fonction donc d'actions réalisées par l'opérateur. Et donc là, c'était aussi en fabrication additive métallique. On avait pu voir donc réaliser ces box plots pour identifier les niveaux médians de concentration, ainsi que les maximums et les maximums et les minimums qu'on pouvait retrouver en termes de concentration en particules plutôt microniques. Et donc ça permettait d'identifier assez rapidement en fait des phases de travail de l'activité qui ressortaient en termes d'exposition. Donc ça, on l'avait fait dans plusieurs situations avec plusieurs machines, et ça nous a permis donc, de documenter aussi l'intensité physique, qui était plutôt faible dans ces différents cas de figure rencontrés. Donc à partir de ces différentes observations, on a pu identifier notre bibliothèque de situations d'exposition caractéristiques, avec des opérations qui revenaient là assez fréquemment en termes de situations exposantes, et notamment donc, autour du transvasement de poudre, des opérations de tamisage manuel, la préparation de machines aussi par exemple, le déchargement de plateaux et de pièces après fabrication, donc le dépoudrage manuel comme on a pu le voir là aussi, le transfert de plateaux et de pièces, le nettoyage donc, de la machine, puis des opérations ensuite plutôt de réglage et de maintenance. Donc, maintenant, si on continue par rapport à ça, donc dans les premiers résultats plutôt généraux qu'on retrouve sur les questions d'exposition et d'industrie du futur, donc dans le domaine de la fabrication additive métallique, donc c'est qu'on va avoir des stratégies de prévention en fait, qui sont développées de manière très empirique par rapport à des études sur l'exposition qu'il y a pu avoir et d'intervention, notamment d'acteurs de la prévention, de services de santé autour de l'entreprise. Il y a aussi des stratégies qui se développent par rapport à l'expérience d'autres risques précédemment étudiés et connus aujourd'hui. Donc, par exemple, l'amiante revient souvent en fait, dans ces thématiques par rapport aux moyens de développer certaines protections collectives ou individuelles par rapport à ces opérations de travail, et des retours d'expérience vraiment très locaux aussi par rapport aux vies des entreprises et aux procédés plus spécifiquement utilisés. Donc ce qu'on retrouve aussi là dans certains cas de figure, c'est notamment des formes de polyexposition à la fois donc aux particules métalliques, donc chimiques, mais aussi à un travail qui peut se retrouver assez intense physiquement dans certains cas de figure, notamment autour du port de plateaux métalliques ou de rechargement de poudre aussi. Donc là, il peut y avoir des synergies potentiellement entre ces expositions à certains moments aussi, et aussi potentiellement des expositions à des éléments plus psychiques ou organisationnels en tout cas, où on a pu observer notamment dans l'entreprise biomédicale qu'il y avait une logique aussi de rendre des services parfois dans les 24 heures à partir d'une commande d'un client avant d'imprimer la pièce et de la réexpédier. Donc ça aussi, en tout cas au début de l'intervention, recherche-intervention qu'on avait menée avec cette entreprise, on avait été assez surpris de voir qu'en fait il y avait des contraintes liées au rythme de travail qui étaient assez soutenues, et là on allait vraiment dans une logique d'industrialisation mais aussi de servicialisation, donc qui pouvait entraîner certaines contraintes on va dire sur le travail en termes d'exposition.
Et donc ça, on ne l'avait pas forcément anticipé au départ, mais ça permet de se questionner en tout cas sur la diversité des expositions qui peuvent émerger, sachant que l'objectif c'est plutôt d'élaborer donc un travail sûr et soutenable. Donc en tout cas, voilà, ça nous a questionné sur ça. Ça nous a aussi permis de voir qu'il y avait des choix parfois entre un travail de qualité qui pouvait être réalisé avec certaines machines de fabrication additive qui n'étaient pas toujours aussi clair que celui réalisé avec des machines plus traditionnelles d'usinage, et donc qui remettaient directement en question l'utilité de la fabrication additive. Donc ça nous a aussi assez interpellés finalement, d'avoir ce chef d'entreprise qui revenait parfois sur l'apport de la fabrication additive directement. En tout cas, on a aussi observé donc des choix qui se jouaient par rapport aux équipements de protection utilisés, qui parfois a été perçu comme renvoyant une image vraiment négative du travail. Et donc il y avait dans certains cas des compromis de fait avec des équipements parfois moins contraignants, mais aussi moins protecteurs, mais qui permettaient, enfin en tout cas à partir des entretiens, de comprendre que les personnes trouvaient leur travail plus soutenable dans ces conditions, avec une moindre protection, mais qui était aussi lié à des équipements certainement moins volumineux en termes de type de production et de fabrication, et qui pouvaient aussi de cette manière-là réduire dans une certaine mesure les expositions possibles. Voilà par rapport à ça, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une réelle transformation là, de l'organisation du travail. Donc on avait été marqué avec Mathilde Brossard dans le cadre de sa thèse, de voir que finalement par rapport à des usines plus classiques où on a des ouvriers, des opérateurs de production dans un nombre majoritaire, on avait parfois dans cette industrie du futur, donc entre 4 et 5 opérateurs de production qui allaient travailler avec les machines, et finalement une centaine de personnes qui travaillaient en ingénierie ou dans les fonctions support dans l'entreprise aussi. Donc ça c'était aussi une des formes d'organisation du travail assez originale et aussi certainement liée à cette forme d'industrie du futur basée sur ces procédés de fabrication. Donc en tout cas qui pose de vraies questions aux ressources humaines en termes de savoir-faire et de transformation des métiers pour pouvoir faire fonctionner ces machines. Donc dans la continuité de ça, alors en termes de perspective, là plutôt pour comprendre ces expositions, donc ça c'est dans le cadre d'un article en préparation, donc on s'est questionné sur la manière de représenter donc au mieux les expositions pour alimenter potentiellement des matrices donc activité-exposition. C'est comme ça qu'on les a imaginées, notamment avec Sabine dans le cadre d'un précédent projet où le but ce serait de faire plus précisément le lien donc, entre l'exposition à un travail intense physiquement. Donc là vous avez ce paramètre Earth Rate class en haut et l'exposition là plutôt aux particules donc via des métriques en nombre qui permettent de mesurer donc, ces expositions-là, ou des métriques en masse en fonction de la taille des particules qu'on chercherait à mesurer. Et donc l'enjeu, ce serait d'avoir des niveaux d'exposition en fonction d'opérations de travail et de situations rencontrées dans les entreprises, donc pour avoir un suivi d'exposition assez affiné et intégrant en tout cas des paramètres physiques et d'exposition à certains polluants. Donc ça, c'est des réflexions en cours dans les choses actuelles et à venir. Sinon aussi, donc, ce que ça permet de voir et d'écrire ce type de méthode, c'est aussi donc, des représentations des risques. Quand on présente les résultats à l'encadrement ou aux opérateurs, on est souvent assez surpris de voir le niveau de connaissance qu'il y a finalement de l'exposition de manière empirique, mais qui ne permettent pas toujours de se protéger. Donc là, dans le cadre d'entretien qu'on appelle de confrontation, on va présenter donc, aux personnes les résultats d'observation et de mesure. Donc c'est de la confrontation au sens psychologique du terme, c'est pas pour faire des conflits dans les entreprises. C'est ce que nous avait dit un reviewer une fois sur un article, donc je le précise quand même. Et le but, donc, c'est de se confronter à des logiques contradictoires potentiellement dans le cadre de son travail. Et ce qu'on voit par rapport à ça, donc, c'est que là, par exemple, la personne a bien conscience de son exposition, mais elle nous dit que là, concrètement, elle est dans le travail et qu'il faut que ça se fasse. Malgré qu'elle voit un nuage de poussière, par exemple. Donc ça, c'est des choses, en effet, qu'on peut retrouver dans certains cas de figure. Et que la personne a besoin d'être là en fait pour nettoyer la machine, par exemple dans un autre cas de figure, même si elle en prend en pleine poire, comme elle le dit. Après, ça permet aussi de questionner des représentations qui ont pu être élaborées dans certains cas. Et donc là, la personne, par exemple, nous dit je suis surpris de voir au chargement donc, de poudre en fait, des petits pics qu'on ne voit pas visuellement. C'est ça qui est traître. Ça, on est amené à le faire tous les jours. Donc là, les personnes se questionnent finalement sur des situations de travail rencontrées. Sinon, après aussi des personnes qui sont surprises de mesures d'exposition et d'exposition qu'il peut y avoir dans certaines zones de l'atelier, avec des stratégies notamment de protection qui faisaient que les personnes allaient justement dans ces zones de l'atelier lors de phases d'attente, notamment par rapport au process de fabrication. Donc ça permet de questionner des stratégies opératoires assez précises.
ou sinon des personnes qui nous décrivent des stratégies comme le fait de manipuler, on va dire en douceur, certaines poudres qui sont plus légères et qui font des nuages, ou sinon là aussi des interrogations d'un opérateur sur des résultats là, de biométrologie qu'il avait pu avoir, et qui nous disait il est où le barème? Moi ça fait 6 mois que je suis là, et l'autre personne elle est là depuis 15 ans, et pourtant elle a des résultats de biométrologie et donc de contamination plus faibles que moi. Donc ça aussi, ça nous avait assez interpellé sur justement le fonctionnement de la prévention et les messages qui peuvent accompagner finalement certaines actions de ce côté-là. Et donc finalement on voit que la mesure c'est un support vraiment d'objectivation des risques, de l'exposition, qui peut permettre de questionner des représentations d'un point de vue vraiment, et la subjectivité en lien avec le travail de manière assez précise. Et donc ça, c'est un dernier extrait de verbatim, donc là, qui vient de la fabrication additive métallique notamment aussi, où là, les personnes, elles nous expliquent en fait le manque de sens de leur travail par rapport à cette évolution technologique. Et la personne nous dit, bah oui, j'aimerais bien faire la pièce de A à Z comme avant, mais aujourd'hui, on ne sait pas quand ça va arriver. Et les personnes nous décrivent vraiment qu'elles ont la perception de faire un travail, donc là c'est décrit de femme de ménage, c'est ce que nous on ressent. Et puis en plus la personne nous dit il y aura toujours cette histoire de poudre qui va freiner. Et voilà, la personne nous dit cette combinaison elle fait peur, et sachant que moi je vais être retiré de ce poste pour une raison d'inaptitude, les personnes, l'opérateur nous disait avec les copains, on se questionnait ce matin sur qui allait me remplacer directement pour aller manipuler avec ce type de poudre. Donc ça, c'est des verbatims assez forts, en tout cas, qui nous questionnent, nous, en termes d'évolution du contenu du travail et de comment donc, on pourrait le repenser potentiellement différemment dans ces contextes d'industrie du futur, justement, qui doivent être des industries les plus soutenables et vertueuses possibles. Donc par rapport à ça, donc, pour resituer dans le contexte avec l'enjeu de développement pour la prévention et la conception du travail, ces situations d'exposition caractéristiques, donc vous l'aurez compris, on part souvent d'activités alors exposantes, et d'ailleurs on pourrait se poser la question des expositions donc à des facteurs de risque, à des nuisances, mais aussi des expositions peut-être à des choses qui soient plus vertueuses et qui permettraient là davantage de renforcer un développement des individus. Ça peut être une perspective en tout cas pour réfléchir aux questions de santé au travail aussi par rapport à ces thématiques. Et donc là on cherche donc à partir d'entretien, de simulation du travail futur, à identifier les déterminants donc, techniques, humains, organisationnels qu'on va pouvoir retrouver autour de ces situations de travail. Et donc le but, c'est d'agir sur ces déterminants pour faire en sorte donc, que les situations de travail futures soient moins exposantes. Et donc ça demande un accompagnement de ces processus de conception à différents niveaux, donc dans le cadre de projets architecturaux, dans le cadre de projets d'organisation du travail, dans le cadre du projet aussi de conception de nouvelles machines, par exemple. Et il y a des travaux, notamment aujourd'hui, sur les pulvérisateurs qui sont réalisés grâce à l'aide de la réalité virtuelle aussi, qui permet de simuler des situations de travail différentes. Donc il y a tout un enjeu et des champs encore à explorer dans ces directions-là. Avec un enjeu toujours d'aller vers la prévention primaire autant que possible. Donc en termes de perspective de recherche, le but donc, c'est de continuer à mettre en visibilité donc, ces activités et ces expositions. Donc je pense qu'il y a un vrai apport possible de l'ergotoxicologie à la question de l'exposome notamment, ou en tout cas à décrire des polyexpositions, des expositions professionnelles, mais aussi potentiellement en dehors de la vie au travail. Il y a un enjeu aussi de continuer un transfert de méthodes pour la prévention et l'épidémiologie. Donc je suis assez optimiste, il y a plusieurs années pour continuer à travailler sur le sujet et continuer à approfondir donc, les liens entre santé, travail et santé publique. Sachant que le tout est étroitement lié, quand il y a des situations de précarité professionnelle, ça se répercute à différents niveaux et vice-versa. Donc l'enjeu de comprendre plus précisément les interactions entre mesures et activités, donc l'apport de la métrologie, en tout cas en ergotoxicologie, et c'est peut-être un des champs qui développe le plus l'usage de la mesure en ergonomie. Donc je pense qu'il y a des choses encore intéressantes à continuer à aller voir dans ce domaine-là, en lien avec la réalité virtuelle. Pour simuler le travail et les expositions professionnelles, ça peut être une ressource. L'apport de la pluridisciplinarité aussi, et donc là la liste n'est pas forcément exhaustive, mais ça permet toujours de mieux comprendre les expositions et les manières de les transformer dans les entreprises. Voilà, donc par rapport à ça, il y a des enjeux à continuer dans ce domaine-là.
Donc finalement, ce qu'on fait aussi, ça questionne par exemple des dispositifs de prévention, notamment comme l'établissement de valeurs limites d'exposition professionnelle, sachant qu'en France, c'est un moyen aussi de contrôler le risque chimique. Mais finalement, voilà, ce qu'on voit dans le cadre par exemple de l'opérateur dans l'entreprise du caoutchouc, qui va manipuler une quantité énorme, vraiment il y a 200 matières premières dans cet atelier, donc de différentes poudres, ça par exemple, avec les VLEP qui sont définis par matière sans intégrer des polyexpositions, ça ne permet pas de prendre en compte ce type de risque, alors que la personne bien sûr est dans une situation, vous l'aurez bien vu, particulièrement risquée pour sa santé. Donc voilà, questionner ce type de repères et les renforcer si besoin. Donc là, il y a ces enjeux-là à continuer à renforcer par rapport à cette prise en compte du travail réel. Et en tout cas, on trouve que l'exposition est un vrai objet de collaboration entre différentes disciplines et différentes approches de la santé. Donc pour finir, en parallèle du projet ANR, donc là on est très content d'avoir le projet délivré qui a commencé récemment grâce à la thèse donc, de Maoulida Mondoa, qui est donc un financement de l'UB dans le cadre du programme ACT. Et donc là on répond à un appel à projet de l'ADEME Impact et on attend celui de l'ANSES du PNREST pour renforcer le projet qui s'intéresse donc à la santé et la précarité chez les livreurs à vélo des plateformes. Donc c'est important de le dire aujourd'hui parce que c'est vrai que l'enjeu c'est aussi de sensibiliser les étudiants qui sont parmi les premiers utilisateurs de ces plateformes, alors en tout cas la population d'âge, et donc voilà, ça pose des questions. On va donc essayer de faire des mesures, en tout cas c'est ce qui est prévu sur les livreurs, mais aussi des observations vidéo, et donc là il y a voilà, tout un consortium avec Bordeaux Métropole, Atmo Nouvelle-Aquitaine pour la pollution atmosphérique, le CHU de Bordeaux pour l'exploration fonctionnelle respiratoire, Médecins du Monde, l'association pour la mobilisation des livreurs et la maison des livreurs de Bordeaux. Et donc il y a une codirection avec le laboratoire EPOC pour la partie pollution atmosphérique et toxicologie, et ainsi que l'équipe Epicène. Donc là on a aussi répondu à un projet de la région pour l'exposition des sapeurs-pompiers aux fumées d'incendie. Donc on espère que ça va marcher. Ça permettrait de faire démarrer une autre thèse donc, dans cette continuité. En tout cas, bon, là, on a le soutien des SDIS, donc maintenant, on aimerait bien y aller pour aussi la comprendre, les questions de rythme de travail, d'exposition, en termes de situation vécue, et notamment par rapport à ces fumées, donc avant, pendant et après les incendies, qui sont des phases aussi importantes en termes d'exposition. Et donc là, sur les nouvelles technologies, on aimerait bien aller sur les nanopesticides, ça fait partie des sujets, voilà, sachant que les nanomatériaux, ça reste un sujet de santé, a priori, même si on a très peu de recul épidémiologique sur le sujet, mais c'est utilisé donc, notamment beaucoup dans le domaine de l'agriculture et des pesticides, donc ça pourrait faire un super terrain, même si ça ne doit pas être simple d'y aller, et aussi donc, de prendre en compte l'activité réelle dans l'exposome, donc là il y a les grands défis en sciences de la durabilité de l'université, avec un axe travail, exposome et agriculture aussi d'ailleurs, qui permettrait de questionner ces sujets-là. Pour terminer, donc les principales références récentes en tout cas, sur ces sujets que je viens de vous présenter. Et merci encore pour l'accueil. Et voilà, je suis disponible pour répondre à vos questions et interrogations par rapport à cette présentation. Voilà.